Bonjour, bienvenue dans les actualités, on commence comme d'habitude, on va chez Tela Botanica parce qu'il n'arrête pas, il y a des actualités dans tous les sens. J'en profite pour rappeler qu'ils font un petit défi photo sur le thème des arbres nus. La nature ne comprend pas USB, en effet, en effet. Non mais ça c'est parce que l'appareil photo n'est pas branché tout simplement. Donc, défi photo, qu'est-ce qu'ils font Tela Botanica? Tous les trimestres, ils font un défi photo sur un thème, évidemment en rapport avec la botanique. Là, le thème c'est arbre nu, puisqu'on est en automne. Et donc, jusqu'au 15 décembre, hein, on peut participer en proposant des photos. Donc, moi j'ai dit je vais participer, c'est la première fois. Je n'avais jamais fait ça avant, je sais pas, j'avais pas l'envie, maintenant j'ai l'envie. Sachant que j'ai déjà en tête ce que je vais prendre comme photo, je vous en ai parlé la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, pas loin de chez moi, il y a un chêne, bravo, un hêtre qui pousse, donc un tronc comme ça, sur quelques, je sais pas, 5-6 mètres de hauteur. Après il fait des branches charpentières qui partent plus sur le côté en forme de pommier. Et au milieu, donc à l'endroit où il y a des branches charpentières qui se divisent, il y a un sapin qui s'est planté. Du coup, quand le hêtre perd ses feuilles, on voit bien le sapin qui lui reste vert. Donc je vais essayer de retrouver cet arbre, je sais à peu près où il est. Il est en bord de route, c'est pas très compliqué, mais quand même. Et puis il va falloir voir quand c'est que c'est le mieux pour prendre une photo. Et puis je vous invite évidemment à participer à ce défi pour qu'on voit si on arrive, comment dire, à noyauter un petit peu Tela Botanica et qu'on ait, je crois qu'il sélectionne 12 photos. Bon, il faut qu'on ait 6 de nos photos qui soient sélectionnées, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, si vous êtes partant, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et puis quand vous aurez pris une photo, que vous l'aurez proposée, vous avez toutes les informations sur cette page. Donc, Tela Botanica, actualité, contribuer, le défi photo, quoi. Et dedans, il y a quoi? Il y a le règlement et comment participer. Donc, le formulaire. On a vu ça rapidement, hein, on le revoit rapidement. Nature Click, c'est moi. Observation, vous mettez où c'est, la date, l'espèce, si vous êtes sûr ou pas sûr de ce que vous avez pris en photo, le milieu, quelques précisions, latitude, longitude bien sûr, parce que pour le coup, en participant à ce défi photo, vous participez aussi à la base de données photographiques géoréférencées de Tela Botanica, donc un programme participatif pour dire bah, là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça, voilà, tout simplement. Voilà, c'était le petit rappel avec cette belle photo. C'est vrai qu'elle claque. À part l'avion, voilà, tout ce que j'ai à critiquer sur cette photo, c'est l'avion. Mais bon, j'aime bien chipoter. Donc défi photo, c'est fait. Oui, je veux quitter le site web, tout à fait. On en était à regarder les infos. La dernière fois, on avait fait le guide de bonnes pratiques de cueillette des plantes sauvages. Dionné, on avait jeté un œil rapidement. Vu sur la toile, on avait 1 milliard de choses à voir. Et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Bon, il y a tellement de choses qui sont passées à l'as. Qu'est-ce que c'est ça ? Des œuvres d'arbres pour les générations futures. Hashtag arbre botanique. Incroyable. C'est pas ça, c'est ça. Depuis 2012, Thomas Martin se consacre à imaginer et à créer de nouvelles formes architecturales et vivantes avec des arbres. Il nous explique les procédés et les valeurs de son travail. Des marches artistiques, tout à fait. Les articulteurs. Pas mal ça. Les articulteurs est un collectif jeune et libre. Ah, bon bah pour moi c'est foutu donc. Fondé par Thomas Martin qui met en scène une nouvelle manière de voir les choses, inspiré par la nature et plus précisément par le biomimétisme. Alors biomimétisme, si vous n'êtes pas familier de ce terme, bienvenue déjà sur la chaîne où on apprend des mots. Et biomimétisme c'est quoi? C'est quand la technologie humaine s'inspire de la technologie naturelle. Alors qu'est-ce qu'on entend par technologie naturelle? Les êtres vivants mettent en place des stratégies, des organes, des modes de fonctionnement, de reproduction, de vie qu'on peut assimiler au développement d'une technologie. Alors une technologie vivante, mais une technologie quand même. Et donc le biomimétisme, c'est quand nous, on va s'inspirer de la technologie qui a été mise en place par la nature. Évidemment, pourquoi se prendre la tête à réfléchir à un problème pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an, alors que parfois la nature, ça fait des millions d'années qu'elle travaille sur le problème. Exemple typique, ça va être le velcro. Vous savez, les scratchs des chaussures, les trucs comme ça en velcro. Et en fait, c'est inspiré Alors, c'est quoi déjà le velcro? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Là, comment elle s'appelle cette plante? La badiane, la bardane? Je confonds. Paf. Biomimétisme. Voilà. C'est inspiré des petits crochets. C'est quoi ça? Ah, la bardane, voilà. Une épine de bardane.
Et donc en regardant comment les crochets sont faits sur la bardane, eh bien on a eu l'idée de faire du velcro pour accrocher des trucs l'un à l'autre. Voilà un exemple de biomimétisme, voilà tout simplement. Donc revenons au sujet. Inspiré par la nature et le biomimétisme et la capacité d'anastomose des arbres. L'anastomose, évidemment. Communication naturelle ou établie chirurgicalement entre deux organes, deux vaisseaux, deux conduits de même nature ou de nerfs. Ah bon, ça c'est en médecine. Mais les arbres, c'est leur capacité à se connecter les uns aux autres, je suppose. Pour le botaniste ou le forestier, oui c'est moi, le mot anastomose décrit la fusion physique et fonctionnelle des organes de deux végétaux, en général appartenant à la même espèce, via la racine, donc une greffe racinaire, ou plus rarement via les branches et les troncs. Ah oui d'accord, c'est ça la... Ok, belle image d'anastomose. Donc la fusion des racines entre elles, ou la fusion des troncs, puisqu'il doit y avoir ça juste après, juste avant. Voilà, la fusion des troncs, c'est de l'anastomose. Incroyable. Bienvenue sur la chaîne où on apprend des mots. Voilà, une synthèse bibliographique réalisée en 1959 des nombres 19 genres et 56 espèces d'arbres montrant des cas de soudure racinaire, sachant que ça date de 1959, mais les dernières études sur la collaboration, on va dire, des arbres entre eux au niveau racinaire, ça démontre que tous les arbres font ça. On va se coucher moins con ce soir, oui tout à fait. Oui. Comme disait, c'est quoi cette série? Ça y est, j'ai oublié. Suite à ça, vous coucherez, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Est-ce que c'est un avantage évolutif? Bon, ça se questionne. Mais voilà, juste pour vous dire que les dernières études sur la communication et la fusion racinaire des arbres, ça démontre que quasiment tous les arbres le font. Voilà, entre espèces, c'est ça qui est incroyable, c'est que même entre espèces, il va y avoir des fusions, de la collaboration, même si les arbres de base sont en compétition. Pour la lumière, pour les nutriments, pour l'eau, ça n'empêche pas la collaboration. Et je trouve ça génial. Je veux dire, là, Monsieur La Fontaine aurait eu de quoi faire une fable avec une morale incroyable. Même dans la compétition, il ne faut pas mettre de côté la collaboration. Bref, donc, on n'a même pas commencé le premier chapitre, c'est scandaleux. Nous sommes un groupe d'explorateurs, donc les articulteurs, groupe d'explorateurs créateurs, en génie végétal. Oh, rien que ça, pardon, excusez-nous. Proposant en France et à l'étranger, calmez-vous les oiseaux, calmez-vous. Proposant en France et à l'étranger des œuvres d'arbres pour les générations futures. Ce collectif est né de l'envie d'agir dans ce temps d'urgence planétaire. L'environnement, le développement durable, le bien-être social, l'économie de moyens sont des sujets brûlants. L'œuvre d'arbre, mais il a fond l'oiseau. L'œuvre d'arbre essaie de répondre à cette urgence à sa manière. Trop d'ambiance, trop d'ambiance. Donc l'œuvre d'arbre essaye de répondre à cette urgence à sa manière. Mais vous vous calmez les oiseaux? Ah oui, parce que je baisse mon micro depuis tout à l'heure en fait, au lieu de baisser les oiseaux. Ah bravo! Bienvenue sur un stream de professionnel. Hein. Voilà, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Donc, le collectif interroge les pratiques des mondes urbains et ruraux de demain. D'accord. Notre démarche consiste à créer entre un lieu et ses habitants une cohabitation végétale qui anticipe et planifie dès la plantation la forme et l'idée de la coproduction souhaitée. Ah bon? Cordes et tuteurs mettent en tension des branches qui seront tressées au fur et à mesure. Mais moi aussi je voulais faire ça! Sculpter des arbres! Nous accompagnons l'arbre et nous formons les équipes sur place à co-jardiner avec les jeunes branches en croissance autour de structures guides. Il y a une photo en dessous, on va aller la voir, mais je crois que je comprends ce qu'ils feront. Nous mettons en place des formes novatrices d'architecture végétale via le plessage, technique agricole ancestrale et alternative de taille et tressage des haies. Ah, si on met ça en abréviation, ça fait TAAA TTH. T3A 2TH. Incroyable. Donc des formes novatrices d'architecture végétale dont les générations futures pourront profiter à leur tour. Nous parcourons la France à la recherche de territoires ressources souhaitant agir et capables de nous suivre pour expérimenter autour du génie végétal.
nous organisons autour d'une dizaine de sites ressources permettant de suivre les premiers prototypes. Les arbres nous surprennent encore, et ceci ne fait que commencer. Réapprenons à vivre avec eux. D'accord, alors voyons un peu les dessins. Oui. Ils plantent des arbres à l'horizontale. C'est bien raisonnable, ça? D'accord, donc ils vont orienter les arbres comme ça, pour qu'après ça fasse comme ça. Ouais. Ouais. Ah oui, d'accord! Ah, l'ambition! Ah oui, l'ambition, c'est de faire fusionner tous les arbres ensemble, quoi. Incroyable. Pour en faire des passerelles, carrément? Mais ils sont fous. Œuvre d'arbre Tree Time sur The Walk Island, n'est-ce pas, en Angleterre? C'est qu'un dessin, pour l'instant, ça n'existe pas. Ah, mais ça donne envie, hein? Et donc, c'est exactement ce que... Bon, c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais l'idée de faire fusionner des arbres entre eux pour créer des structures incroyables, moi, ça m'a toujours attiré. Voilà, c'était le petit moment. Je vous parle de ce qui vous intéresse pas. Qu'est-ce qu'a fait la madame, là, en fait? Ça m'interroge, là. Ah ouais, exactement, Ganouche. Ah ouais! Non, c'est ambitieux, j'aime bien, c'est novateur. Et pour le coup, créer des structures qui sont destinées à durer à partir d'arbres, enfin à partir d'êtres vivants qui poussent, j'adore le concept. Ça doit être long à faire, ouais, carrément. Après, je sais pas, il faut voir dans le détail, parce que tu vois, ça commence... Oui, c'est sûr que si ça commence à ce stade-là, entre la première photo et la photo, enfin le dessin final, il y a 20 à 30 ans, ouais. Salut monseigneur, bon retour, c'est le même principe de réalisation que pour les bonsaïs. Ouais. Bah, je te dis oui, mais en fait non. Enfin, je sais pas, pour moi c'est différent. Là on est plus dans la sculpture sur arbre, d'une certaine manière, alors que le bonsaï, on est vraiment dans la restriction de croissance. Là il n'y a pas de restriction de croissance, au contraire. Tu crées un seul pont en 30 ans. Ah bah non, parce qu'en fait, si tu veux, ça, c'est extrêmement rapide à mettre en place. Ce qui est long, c'est d'attendre que ça pousse. Donc en fait, tu peux créer, je sais pas, une centaine de ponts en un an. Je dis des chiffres absolument au hasard, hein. Mais ce travail-là de la première image, il est relativement rapide. Donc tu peux mettre en place ça, tu peux en mettre en place des centaines de ponts en très peu de temps. La base, mais par contre, il faut attendre 10, 20, 30 ans pour que ça devienne quelque chose comme ça, quoi. Après, ça dépend quelles essences. C'est sûr, si tu fais ça en eucalyptus, ça va pousser beaucoup plus vite. Mais par contre, l'eucalyptus, je sais pas, quand tu es à ce stade-là de pont, vraiment, est-ce que c'est assez résistant? Non, pas la restriction de croissance, mais l'orientation de croissance. Ah oui, dans ce sens-là, oui, d'accord, oui, bien sûr. Là, évidemment, monseigneur. Avec du fil de fer, tu entoures les branches du bonsaï pour leur donner des orientations. Ah bon? Ah, je savais pas. T'es branché bonsaï? Tu fais des bonsaïs, monseigneur? Anastomose et œuvre d'art. Voilà, donc pour le botaniste et le forestier, le mot anastomose décrit la fusion physique et fonctionnelle des organes de deux végétaux, en général appartenant à la même espèce, via les racines, les branches, voire les troncs. Nous nous appuyons sur ce phénomène pour scénographier des formes végétales expérimentales variées. Je suis vietnamien. Oui, non mais... Puis non mais c'est du racisme ordinaire ça. Oh, il est vietnamien, il doit s'y connaître en bonsaï. De toute façon, il bouffe du riz toute la journée, hein. D'accord. Bon bah oui, non mais voilà. Tous les arbres n'ont pas cette capacité. Ah, vous voyez, ça commence. Aussi, ceux présents sur site seront identifiés puis sélectionnés. Nous nous inspirons des formes végétales que nous guidons pour donner naissance à l'architecture végétale désirée. Ce processus innovant s'inscrit dans une démarche longue et partagée. Ah oui. L'engouement public pour le livre de Peter Wolleben, La vie secrète des arbres. Ah. Mince. Et autour des films de Luc Jacquet et Francis Allais, Il était une forêt, et de Julia Dordel et Guido Tolke, L'intelligence des arbres. Ah ouais, ça c'est l'autre intelligence que je connais pas, mais c'est pas grave. Nous conforte dans notre démarche ludique, innovante et collective d'une coproduction végétale appelée œuvre d'arbre. Après les arbres de la liberté du XVIIIe siècle, comment inspirer un nouveau vivre ensemble contemporain? Les œuvres d'arbres pour fédérer et responsabiliser peuvent être un début de réponse. Très bien. Ah, ça continue.
Est-ce que ça vaut le coup? Ça répète un petit peu la même chose. Allez, on essaye. L'articulture est une forme de pensée végétale qui observe et imagine une articulture. C'est ma culture, les bonsaïs, le riz aussi. Eh bien, écoute, je suis très content de rencontrer des gens qui portent un intérêt supérieur à perpétuer la culture, leur culture, d'où qu'elle vienne. Ben, du coup, je ne savais pas que les bonsaïs, on pouvait tricher en mettant du fil de fer pour orienter le bazar. Je pensais que c'était juste de la taille et qu'on orientait les branches uniquement à partir de la taille et de la position par rapport à la lumière, quoi. Mais bon, on en apprend tous les jours, hein. Donc l'articulture est une forme de pensée végétale qui observe et imagine une architecture végétale co-construite pour demain. Non mais c'est des phrases extrêmement compliquées là. Une nouvelle discipline qui réinvente l'art. Ah, rien que ça. Ah pardon, l'art, virgule, l'agriculture et l'architecture dans le paysage. Elle s'appuie sur des capacités naturelles d'anastomose de certains arbres et sur les forces associatives et collaboratives humaines. Ah, bah c'est foutu. Ces facultés d'anastomose nous invitent à apprivoiser et jardiner de jeunes branches pleines de vigueur. Oh oui. Oh la branche pleine de vigueur. Te rappelles-tu le poirier mural que tu nous as montré l'autre jour? Je ne me rappelle plus le nom exact, je suppose que sa forme a été obtenue de la même manière. C'était dans quel article ça? C'était Tela Botanica, non? C'était un vue sur la toile, je crois, mais alors lequel? Ouais, c'était le poirier en palissade, je sais plus. Palissandre? Non, palissade? Ah, je sais plus. Poire, mais non, poirier, poirier, poirier. Pourquoi il m'a mis poire? Poirier. Poirier palissé. Ouais, c'est ça, ouais. Tac. Yes, c'est la palissade, tout à fait. Alors, je vais pas retrouver la photo exacte, mais c'était un truc de ce genre, quoi. Mais non, pas ça. Ça. Ah, bravo, la pixelisation. Oh, filez-moi une image, une belle image, par pitié. Voilà, oui, 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 non, mais on est d'accord. On était... Ouais, sur un... Oh, il y a des poires là-dessus. Incroyable. Voilà. Bah oui. Alors, dans ce cas-là, en effet, c'est vrai que le palissage, c'est ça, palissage, pas palissandre. Le palissage, ça se fait à la base avec des fils de fer qui sont à l'horizontale. Comme ça, alors tu vas pas accrocher, tu vas plutôt enrouler d'une certaine manière ta branche autour de ce fil de fer. Et une fois que la branche est bien partie, en fait, tu n'as plus besoin du fil de fer, tu peux faire uniquement à partir de taille. Donc en taillant, tu vas conserver l'élongation de ta branche à l'horizontale. Ah oui, original. Bah, ça, c'est pas original, en fait, c'est une très vieille technique de taille des arbres. Alors quand je dis très vieille, c'est... tu peux remonter au... Bah, on va aller voir, tiens. Qu'est-ce que j'écris? Palissage, c'est ça? Palissage Wikipédia, ils ont pas? Si, voilà. Est-ce qu'ils ont un historique de à quand ça remonte? Technique, matériel, blablabla. Ah. On va mettre palissage origine, mais il me semble que ça remonte bien, bien au début du Moyen-Âge, voire plus loin, quoi. Ah oui, bah du coup, c'est la même chose avec la vigne, évidemment. Mais c'est plus... bon, bah, je chercherai de mon côté, parce que là, ça va prendre du temps. C'est plus impressionnant avec les fruitiers, je trouve, qu'avec de la vigne. Parce que la vigne, de base, c'est un cep, c'est un peu... de loin, ça ressemble un peu à une liane. Enfin bon, voilà, c'est pas un arbre. C'est ça que je veux dire. Je dis des bêtises, c'est pas une liane, bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas un arbre. Là, de voir un arbre qui est vraiment bien organisé au carré, je sais pas, ça fait quelque chose. Mais bon, c'est un ressenti totalement personnel. Du coup... Ah oui, j'avais pas vu un commentaire de Ganouche tout à l'heure, pardon, je remonte dans le temps, qui disait le bruit de la guernouille, c'était Christophe de Haudy qui chassait dans les bois à côté de moi. C'est possible, mais bon, il est plutôt en région parisienne quand même. Du coup, j'en étais où je ne sais plus. Oui, les capacités naturelles d'anamostose de certains arbres pardon, sont utilisées. Et ah bah oui. Eh oui, les forces associatives et collaboratives. C'est là que j'ai dit, ah, c'est foutu. Oui, c'est vrai, le raisin est fait comme ça aussi. Ouais. Mais du coup, c'est moins impressionnant, je trouve, puisque à la base, le raisin, c'est un cep de vigne. Donc c'est un arbuste bas. Bref.
Blablabla. Oui, les facultés d'anastomose nous invitent à apprivoiser et jardiner de jeunes branches pleines de vigueur et de surprises, permettant de créer une véritable bio-architecture vivante, sans énergie fossile, capable de stocker du carbone et d'induire de nouvelles pratiques. Oui, sans énergie fossile capable de stocker du carbone, par définition, c'est un arbre. Tout va bien. S'unir, s'allier pour devenir plus résilient en coopérant. Ah bah voilà, encore des artistes de gauche. L'articulture consiste à apprivoiser les facultés d'anastomose, d'expérimenter la diversité végétale et de limiter la taille en orientant et en organisant l'arbre en croissance. C'est aussi inventer une complicité jardinière dans l'accompagnement et la transmission de nos arbres. L'œuvre d'arbre est comme un ambassadeur d'une nouvelle société plus végétale, basée sur l'union qui consolide et préserve l'entraide. Homo urbanus vegetalis peut naître. Ah ouais. Alors ça, voilà, c'est la future évolution souhaitée par les gens de cette initiative. C'est que actuellement, vous savez, le nom de notre espèce, c'est Homo sapiens sapiens. Pourquoi sapiens? Parce que gros cerveau, et nous on est doublement gros cerveau, donc sapiens sapiens. Et bien là, ils invitent à ce qu'on évolue en Homo urbanus vegetalis, donc un homme des villes, mais végétalisé. Alors est-ce que c'est l'homme qui est végétalisé ou les villes? C'est pas clair, mais bon. Nos réalisations visent à créer des lieux uniques de partage, offerts aux générations futures et au monde de demain. Initier un land art durable. Alors le land art, si vous ne connaissez pas, c'est tout ce qui tout ce qui concerne la création d'œuvres artistiques à partir d'œuvres de la nature, à partir d'éléments de la nature. Alors ça peut être des cailloux, ça peut être enfin voilà, c'est des feuilles, des cailloux, des bâtons, s'appuyer sur des structures déjà existantes, créer des formes naturelles ou des formes non naturelles. Enfin, voilà, le land art c'est vraiment très très vaste. Je vous invite à vous amuser, hein. Vous allez, c'est très facile de faire du land art. Vous allez en forêt, et vous récupérez un petit peu de tout ce que vous croisez sur votre chemin. Des cailloux, des feuilles, des branches, des crânes. Oui, des crânes d'ailleurs. On va faire des crânes aussi sur... Bon bref, trêve de spoiler. Ça marche avec des myrtilles. Oh, Monseigneur, vous êtes taquin dès le matin. Mais oui, ça marche avec des myrtilles. Donc vous ramassez tout ça dans une poche, vous mélangez tout, vous rentrez à la maison et vous faites une œuvre avec ce que vous avez ramassé. Bonne nouvelle, si cette œuvre vous la collez sur une plaque en bois ou je ne sais quoi, ça peut très bien faire un magnifique poster de décoration, voire, je dis ça, je dis rien, je passe en mode ASMR, un petit cadeau de Noël qui coûte pas cher. Voilà, donc si pour Noël vous n'avez pas beaucoup d'argent, n'hésitez pas à faire des cadeaux en mode land art. D'ailleurs, on essaiera de faire des petites activités sur la chaîne avec... Oh, c'est beau ça, regardez, ça c'est un super land art. Mais bon, ça c'est pas facile à faire. Incroyable. Incroyable. Alors dans les Pyrénées, d'où je suis originaire, il y a eu quelques événements de land art de ce style, mais en montagne. Donc du coup, il n'y a pas besoin d'être en avion ou en altitude pour le voir. Il suffit de se mettre sur le pan de montagne opposé, et du coup, il y a des messages, il y a des dessins, il y a des choses comme ça qui sont visibles. C'est super agréable, je trouve. Mais bon, chacun sa sensibilité. Du coup, initier un land art durable, sociétal et au service de la population, coproduit et à haute valeur ajoutée pour nos enfants et petits-enfants, qui malheureusement seront face aux problèmes... Oh non, mais calmez-vous. Qui malheureusement feront, ouais bon, qu'importe, aux problématiques écologiques et environnementales. Oui, mais en même temps, nous aussi on fait face aux problématiques écologiques et environnementales. Donc n'essayez pas de nous faire croire qu'ils seront plus malheureux que nous. Les œuvres d'arbres sont un message et un témoignage vivant dont l'objectif est d'illustrer notre prise de conscience à s'unir pour agir autour de l'arbre comme message d'avenir. Bravo! Alors, découvrez le travail des articulteurs. Très bien, faisons ça. Conception-réalisation, on est où là? Thomas Articulteur. Ah bah oui, forcément. Archi-agri-articulture. Oh là 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 là, on vit une époque compliquée. Conception, réalisation, équipe, Marie Kéroden, Samuel Auré, Jérémy Delamarre. Mince, on voit même pas le fameux Thomas. C'est triste.
Alors voyons, qu'est-ce qu'ils ont fait comme photo? Est-ce que... Ah. C'est la grève de la photo. Oh non, hein. La grève de la caméra ce matin, la grève de la photo maintenant. Et là? Ah. Donc, ils ont fait une plantation et une mise en tension. Très bien. Ah oui, ben les arbres, regardez, ils sont plantés à 30 degrés. Comme les toitures dans Valheim. Ah bah ouais. Mais du coup, parce que je me dis, si c'est planté comme ça, l'apex, donc il y a le bourgeon terminal le plus haut, normalement, ben, il va commencer directement à repartir vers le haut. Comment ils font pour le maintenir à 30 degrés? Mai 2013? Mais ça fait super longtemps qu'ils existent. Oh, je vais les contacter. On va faire un petit chronique de nature étonnante du dimanche soir avec les gens qui font ça. On va les interroger. Ça vous intéresserait ou pas du tout? Une visite guidée. Ah, je sais pas si ça sera possible, c'est en Angleterre, apparemment, ça. C'est ça, hein. Ah non. Sélectionné à King's Lynn en Angleterre, cet appel à projet est organisé par la Maison de la Culture d'Amiens. D'accord. Carrément, oui. D'accord, ok. Bon, ben, on va voilà. Je vais prendre contact avec des gens et puis on va relancer les chroniques d'étonnante nature le dimanche. Faut que voilà. Ils sont fous, ces Anglais. Oui. Ah, not found. D'accord. Bah, ils sont tellement fous que... Voilà. Ok, d'accord. Actualité. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, j'espère qu'ils existent encore, quand même. Contact. Ils sont où? Oh, c'est beau, ça! Mais pareil, ça, c'est 3-4 ans avant d'y arriver. Oh, ils sont à Marseille! Incroyable. Incroyable. Sculpture, qu'est-ce qu'on a? L'arbre libre, l'arbre guidé, l'arbre semi-libre, l'arbre pensé, l'arbre artialisé comme événement. Ah bah voilà. Une échelle. Ouais, carrément, une échelle naturelle en arbre. La forme d'un arbre peut devenir le fond d'une pensée. Très bien. Des sculptures, très bien. C'est quoi ça? Recouvrement et anastomose. Ah bah oui. Eh oui, la capacité des arbres à manger le mobilier urbain. On va se faire dévorer par les végétaux, c'est moi qui vous le dis. Ah! Ah bah oui. Bah non, mais quelle idée aussi de faire l'acrobate sur un peuplier, quoi. C'est pas un peuplier, ça c'est un platane d'ailleurs. La fatigue. Bon, au moins il peut dormir peinard, quoi. Il est pas gêné par le soleil. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, il a bouffé le poteau, quoi. Mais c'est que des platanes. Ah oui, c'est marqué en dessous, oui. Aix-en-Provence, oui, mais ça s'explique aussi. Réserve, tout à fait. Alors ça, c'est typiquement le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Ne posez pas des panneaux directement sur un arbre. Si vous clouez un panneau à un arbre, c'est sûr que quelques années après, il commence à être intégré. Et plusieurs dizaines d'années plus tard, il est dans l'arbre. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave. Non, pour l'arbre, c'est vrai, c'est pas grave. Par contre, si c'est un arbre que vous allez passer ensuite derrière... que vous allez exploiter un jour, ne serait-ce que pour faire du feu de bois, bah, une fois que le panneau il est complètement recouvert, hein, ça veut dire que dedans, on ne le voit plus. Donc quand vous allez couper, ça peut poser des problèmes. J'ai récupéré un morceau là d'ailleurs de châtaignier, je crois, sur un chantier forestier, où dans le châtaignier, il y avait un morceau de métal, un morceau de fil de fer de clôture, mais qui avait été mangé, entre guillemets, par le châtaignier depuis des années. Et donc, quand ils ont abattu l'arbre, ben, à la tronçonneuse, ça a fait un peu des étincelles. Et ils m'ont filé un morceau où on voit bien, en fait, le morceau de fer. Ben, je vous le rapporte. Mercredi, on regardera ça, tiens. Je vous rappelez-le-moi. Et c'est des choses qui arrivent assez souvent. Donc, quand on veut mettre, oui, petit conseil pratique, quand on veut mettre un poteau, pas du tout, un panneau autour d'un arbre, ce qu'on fait, c'est qu'on met une cale de bois derrière le panneau, et on attache, alors on cloue pas le panneau, on attache avec un fil qui est un peu élastique. Comme ça, ben, en fait, quand l'arbre va commencer à intégrer, enfin, il va grossir. Le côté élastique, ben, ça va permettre au panneau de progresser avec l'écorce qui pousse en avant. Et quand ça arrivera à son maximum, d'abord l'arbre mangera la cale en bois et
ça permet de se dire, ah là, ça manque de tension, enfin c'est trop tendu, il faut changer l'élastique autour ou quelque chose dans le genre. Bref, il existe des manières d'appliquer des choses sur des arbres sans arriver à ce résultat-là, qui est, rappelons-le, le mot du jour, l'anastomose. Ouais, quelle heure est-il? 9 h, parfait. On va peut-être passer à autre chose, hein. Voilà, c'est très sympa. Donc c'était les actualités en mode les œuvres d'arbres pour les générations futures. Bon, il faut que je me note quelque part, pensez à les contacter. La graine de Paulownia bio inspire les ingénieurs. Vous voyez? Biomimétisme. Paf. Ah oui, c'est vrai qu'elle est belle. Mais elle est toute petite. 500 micromètres. Mais c'est tout petit. Ah oui, non, 500 micromètres. Oui, donc c'est un peu plus grand que tout petit. Donc, quand la graine de Paulownia bio inspire les ingénieurs. Alors, qu'est-ce que c'est le Paulownia? Le Paulownia, c'est un arbre originaire d'Asie, qui est un arbre majestueux, je m'en fous, qui est intéressant pour les forestiers pour plusieurs raisons. Non seulement il pousse assez vite, mais en plus, il est résistant au froid, il est assez résistant au chaud, et là, par contre, c'est une caractéristique qui lui est propre, il fixe 10 fois plus de CO2 que les autres arbres. Alors, c'est marqué où? Ah bon? Ah bon? C'est pas marqué. Paulownia, fixation, CO2. C'était où? Selon une étude publiée dans la revue internationale Journal of Applied Science and Biotechnology, donc journal des sciences appliquées et des biotechnologies, le Paulownia est capable d'absorber jusqu'à 10 fois plus de CO2 que la majorité des autres espèces de plantes. Alors pourquoi ça nous intéresse, nous les forestiers? Évidemment, réchauffement climatique, trop de CO2 dans l'atmosphère. La réponse, qu'est-ce qui existe, qui ne coûte pas cher, qui travaille sans réclamer de salaire, ni de vacances, ni quoi que ce soit? Un arbre. Un arbre, c'est la réponse parfaite pour capter du CO2 dans l'atmosphère et le fixer en physique. Donc on passe du gazeux à du physique. Et de ce fait, le Paulownia, s'il capte 10 fois plus de CO2 que les autres arbres, vous comprenez bien que les forêts de Paulownia, c'est peut-être un des outils de lutte contre le réchauffement climatique, ou en tout cas pour limiter l'impact du réchauffement climatique. Donc toutes ces questions sont encore en réflexion, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on a des avantages, on a aussi des inconvénients. Le principal inconvénient, c'est que c'est pas un arbre originaire d'Europe. Donc si on se met à planter des forêts de Paulownia, on se met à propager, d'une certaine manière, une espèce exotique. Bref. Que nous dit l'article? Les capsules de Paulownia tomentosa libèrent des graines minuscules, délicatement frangées par des ailes translucides. La dernière chronique du jardin botanique du campus agrobiotech de l'Université de Liège nous explique l'intérêt suscité par leurs propriétés aérodynamiques auprès d'ingénieurs en quête de bio-inspiration. Bio-inspiré, bio-expiré. Voilà, ça c'est... Avant, on faisait du yoga en mode inspiré, soufflé. Maintenant, c'est bio-inspiré, bio-soufflé. Moi, ça me fait rire. L'occasion aussi pour le professeur Patrick Dujardin. C'est pas son nom de famille, Dujardin, quand même. Parce qu'alors là, je lui décerne un lieu... je sais pas, j'ai pas de prix pour ça, mais je lui décerne un prix. Patrick Dujardin, professeur au jardin botanique du campus agrobiotech, ça serait incroyable. Si, non, sans déconner. Donc du coup, l'occasion pour le professeur Patrick Dujardin de faire le point sur le statut taxonomique du genre Paulownia. Allons-y. Ah, c'est sur Facebook. Ah bon? Le jardin botanique de Jean Blou, agrobiotech, à Liège. Donc nos amis belges, encore une fois, salut la Belgique, comment ça va bien chez vous? L'apparence d'une fine dentelle plissée, la graine minuscule de l'arbre Paulownia. Alors attendez 2 secondes. Pardon, c'est bon. Du coup, l'apparence d'une fine dentelle plissée, blablabla, la graine prolonge les replis de ses téguments par des ailettes translucides, un émerveillement pour le botaniste qui les observe à la loupe binoculaire. Quoi? Ils ont des loupes binoculaires qui zooment vachement plus que la mienne, hein. Mais aussi une source d'inspiration pour les ingénieurs. Un article
Oula. Un article récent de la prestigieuse blablabla, oui. Ah oui, donc la graine de Polonia inspire la conception de micro-aéronefs électroniques. Ah bon? L'agencement tridimensionnel des ailettes de la graine lui confère des propriétés aérodynamiques exceptionnelles, que l'ingénieur s'efforce de modéliser et de reproduire. Les graines sont libérées par des capsules loculicides. Qui s'ouvrent par le milieu. D'accord. Ah, je pensais que c'était beaucoup plus compliqué. L'oculicide qualifie la déhiscence d'une capsule au niveau de la nervure médiane des loges. Alors, c'est quoi la déhiscence? C'est la capacité d'un fruit ou de je sais pas quoi d'ailleurs à s'ouvrir. Voilà. À travers une fente. Et du coup, le fruit loculicide, il a sa fente qui est au milieu de la loge. Tu m'étonnes. Bon, bref. C'est où? Je l'ai perdu. Voilà. Les graines sont libérées... Où est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Donc des capacités, des propriétés aérodynamiques exceptionnelles. Les graines sont libérées par des capsules. Oui, c'est ça. Quoi? Chaque capsule produit quelques 2000 graines pesant moins d'un milligramme. Milligramme, je vais y arriver. Hein. Polonia est le nom de genre que le botaniste Philipp von Siebold donna à des arbres d'origine asiatique afin de témoigner sa gratitude à l'égard d'Anna Pavlovna Romanova, fille du tsar Paul Ier de Russie, devenue reine des Pays-Bas. Oh le bazar. Donc, Anna Pavlovna Romanova, tout à fait, reine des Pays-Bas, fille du tsar, qui finança la deuxième expédition au Japon en 1861. Vous voyez, ça date pas d'hier, hein, quand même. Donc le genre Polonia est aujourd'hui l'un des 3 genres de la famille des Poloniacées, limité à 8 espèces, ainsi séparées, oui d'accord, donc 8 espèces au sein du genre Polonia. Blablabla. Polonia est considéré comme l'un des arbres à la croissance la plus rapide du monde. Ah bon? Plus rapide que l'eucalyptus? C'est incroyable. Expliquant ainsi son intérêt sylvicole, mais aussi son caractère invasif. Eh ben oui. La production d'hybrides interspécifiques. Donc hybrides entre... Interspécifiques? Ah bon? Entre des espèces différentes, d'accord. Multiplié par voie clonale, vise la production de biomasse tout en réduisant le risque biologique. Oui, d'accord. Donc, c'est quoi l'idée? C'est de croiser les polonias entre eux pour obtenir des polonias qui sont toujours à croissance rapide et avec la capacité de fixation du CO2, mais moins avec la capacité invasive, d'après ce que j'en comprends. Vous verrez sans doute d'un autre œil les arbres apportant ombrage au parking attenant à notre jardin botanique. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on a comme photo? Oh! Les graines de Polonia pèsent moins d'1 milligramme et portent des ailes qui permettent le transport par le vent à des distances de plusieurs kilomètres. Des ingénieurs électroniciens s'en inspirent pour concevoir des micro-dispositifs aéroportés. Bravo. Ah oui, c'est piti piti. Oui, c'est piti piti. Les Polonia ressemblent aux catalpas, pour ceux qui connaissent, hein, mais la taxonomie moléculaire a séparé les genres en 2 familles différentes. Bravo. Ah ben, on a fait le tour des photos, d'accord. Hop là. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, déjà, on va faire suivre la page. Hein. Voilà. Parfait. Et on va leur dire j'aime. Voilà, comme ça, c'est fait. Ah mais oui, mais c'est eux déjà, la dernière fois on avait été chez eux, je m'en souvenais pas. Le jardin botanique de Jean Blou, Agrobiotech, parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les cannabacées, voilà, ils ont planté du chanvre et du houblon. Et ils ont mis des photos incroyables. Allez, on refait un petit tour. Pour ceux qui n'ont jamais vu, ça c'est du chanvre, textile, calmez-vous. Et ça, c'est les fameuses clochettes. C'est ça? Ah pardon, excusez-moi. Des fleurs unisexuées, donc ici les fleurs mâles, n'est-ce pas, sont portées par des panicules rameuses. Voilà, panicules rameux. Donc ça c'était pour le chanvre. Et ils ont planté aussi du houblon, parce que ça fait partie de la famille des cannabacées, que ce soit le houblon ou le chanvre. Pour le coup, le houblon, c'est une liane. Vous remarquez hein, que là, on a les fleurs femelles en fait en photo. Hein. L'individu femelle porte des cônes ou des strobiles. Mais du coup, ces cônes, ça ressemble quand même beaucoup à des cônes de conifères, justement, de résineux. Donc pour vous dire que même chez des plantes qui ne sont pas des arbres, qui sont des lianes, mais
qui ont conservé des caractères ancestraux, on va dire, de la reproduction des végétaux, on va retrouver un organe femelle qui ressemble beaucoup à un autre genre de végétaux. Donc là, on a du feuillu d'une certaine manière, et avec des cônes femelles, donc des fleurs femelles, qui ressemblent aux fleurs femelles des conifères. C'est incroyable. Toutes les plantes viennent du même endroit, tous les êtres vivants viennent du même endroit, et on a des caractéristiques qui se sont maintenues. Hein. Si ça vous paraît obscur ce que je dis, on en reparlera. Et dans le cône femelle, hein, du coup, chez le houblon, tous les amateurs de bière, vous devriez jeter un œil. Hein. C'est ça que vous buvez, en fait. Le houblon, ça produit, comment ça s'appelle? J'ai oublié. Bonjour, j'ai oublié. De la lupuline, tout à fait. Donc les glandes jaunes F, là, vont produire de la lupuline, ces petits grains, qui sont utilisés en brasserie, non seulement pour les propriétés aromatisantes, comme c'est marqué, mais également pour la capacité à, comment on dit, à maintenir la bière, à stabiliser la bière, à l'empêcher de tourner d'une certaine manière. Et du coup, à travers cette plante, on a la différenciation entre la fameuse cervoise, hein, les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois qui picolaient de la cervoise, où il n'y avait pas de houblon dedans, mais par contre il y avait tout un tas d'épices, mais c'était une cervoise, une boisson qui ne pouvait pas se garder très très longtemps, d'où l'intérêt d'écouler les stocks très vite. Hein. Et avec le houblon, on a pu conserver la cervoise, d'une certaine manière, sur la durée, et en plus l'aromatiser avec une nouvelle saveur un peu âpre, acre, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, tout ça grâce à une plante, voilà, le houblon. La transition de nos boissons entre la cervoise et la bière, on la doit au houblon. C'est bon? J'ai assez répété? Donc voilà, n'hésitez pas à aller liker la page. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Le tabac des paysans. Ah bah oui, une belle feuille de tabac. Oh. Ah bah non, c'est de la jusquiame. Bah du tabac, ça. Bah ouais, c'est une solanacée. Oh, de la datura. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a du tabac. D'accord. Bon, mais on reviendra voir l'article une prochaine fois. Houblon qui peut se palisser aussi. Tout à fait. Bah, d'autant plus que c'est une liane. Donc là, pour le coup, c'est extrêmement facile. Bah tiens, est-ce qu'on a des photos? De toute manière, vu que c'est une liane, il faut qu'elle ait un support, en fait, pour se développer. Donc ça, c'est les supports traditionnels. Ceux qui habitent dans le nord de la France et en Belgique, vous devez en avoir l'habitude, enfin vous devez les avoir vus dans le paysage. Hein. Voilà, donc c'est une sorte de palissage, d'une certaine manière, mais plutôt vertical. Bref, le fait est que... Oui, l'oliane, merci le houblon, tout à fait. Ah voilà, ça, voilà. Non, si? Non, c'est juste un palissage, pardon. On n'a pas un joli palissage de houblon? Pas grave. Ah oui, on a ça dans le nord. Ouais, carrément. Ouais. Carrément, le nord, la Belgique, un peu dans l'est aussi, me semble-t-il. J'avais vu une carte... Parce que, bon, vous savez, avec l'essor de la brasserie artisanale, on va dire, il y a de plus en plus de petites brasseries. Où est-ce qu'on avait vu la carte du houblon? Je me souviens plus. Putain. Lutin, pardon. Faudrait que je me fasse des raccourcis. Ah, c'est pas mal ça peut-être. Donc oui, je disais avec l'essor de la filière de brasserie, de bière artisanale, c'est ça que je cherchais comme terme, eh bien, il y a un développement derrière de tout ce qui est la filière houblonnière, avec le côté houblon bio, etc., etc. Ah, on peut pas zoomer. Et c'est dans une définition poucrave. Mais voilà, en gros, cette carte-là... Ah ouais, pas mal. Ah bah ça traduit carrément ce qui s'est passé, regardez. Les gros points verts à gauche, la carte de gauche, c'est la production houblonnière en 84. Et à droite, c'est 2017. Donc en 84, on a le nord de la France, l'Est, je suppose Strasbourg, etc. Et ici, ça doit être Besançon, je suppose. Bref, en tout cas, le nord et l'Est. Et puis, c'est des grosses unités de production qui se sont réunies. Et en 2017, vous voyez la Bretagne, alors, voilà, la Bretagne s'y est mis, l'Île-de-France s'y est mis, bref, ça s'y est mis partout, quoi. Bizarre la concentration en 2017 de la brasserie chez moi, à l'ouest. Ouais, écoute, avec le réchauffement climatique, vous avez enfin de quoi planter du houblon. Ha! Merci le réchauffement climatique.
Non, ça n'a aucun lien. Je rigole, calmez-vous. Bah, la preuve, ils font du houblon même en zone Méditerranée, là. Bon, bref, en tout cas, rien que ces deux petites cartes, j'adore, parce qu'en un seul coup d'œil, ça vous indique vraiment à quel point il y a eu un développement, non seulement de l'industrie houblonnière, mais derrière, de la brasserie. Bon, on y reviendra. Quelle heure est-il? 9h21. Aïe, ça passe à une vitesse. Donc les jardins botaniques de Jean Blou, le seul truc que j'ai pas fait, c'est aller voir où est Jean Blou. On l'avait fait la dernière fois, mais pour info, voilà, si vous habitez pas loin ou si vous allez en Belgique à l'occasion dans pas longtemps, c'est dans le triangle Charleroi-Namur-Bruxelles, on va dire. Ah, il y a un château en plus. Accueil champêtre en Wallonie. Voyons le château. On le voit le château? Ah oui, c'est un beau château, ça. Ah! Non, mais pourquoi j'ai choisi le seul endroit où il y a une haie? Oh. Je suppose que c'est ça, ça doit être là-bas. Ah oui, mais on le voit pas. Ah ouais. Ils sont discrets, ces riches. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, monsieur. Bah. Ah bon. Bon, bah, on verra pas le château. Tant pis. En tout cas, voilà. Donc le jardin, comment ça s'appelle déjà? Jardin botanique de Jean Blou Agrobiotech. Je suppose qu'il est en visite libre ou peut-être payante. Mais bon, en tout cas, il est en visite. Donc n'hésitez pas si vous passez dans le coin. D'ailleurs, la prochaine fois que je vais en Belgique, vous allez les voir. Hein. Bon, encore une fois, on a très peu fait le tour. On a les chenilles processionnaires du pain qui... comment dire? Il y a un petit article dessus. Mais on n'aura pas le temps. Attendez, on se fait un petit dernier truc, non? Vu sur la toile. Un petit article rapide. Ah, quelle est la différence entre une châtaigne et un marron? Tiens, ça va vous faire du bien, ça. Très rapidement, parce qu'on l'a pas encore vu. Tiens, il faut que j'aille chercher des châtaignes. Elles en sont où, là? Je pense que les bogues, elles doivent être au stade vert, vert ou pas loin d'être mûres. Donc c'est bien. Barrez-vous la vidéo. Ah, c'est une vidéo. 1 minute 25. Allez, on se fait une petite vidéo sur la châtaigne et le marron. Et puis on se fera une petite pause et ensuite on reviendra avec la Coulomelle. Et on ira faire des vidéos chez, chez les chemins de la nature. Allez, petite pause musicale. Enfin, je mets la musique en pause, je veux dire. Pourquoi il n'y a pas de son? D'accord. On la refait, excusez-moi. Paf, c'est bon. Attendez, qualité, non c'est bon. On parle couramment de marron grillé ou de marron glacé. Et c'est une erreur, vous allez le voir. Le marron que nous mangeons est en réalité une grosse châtaigne. Car le marron d'Inde est toxique. Ah oui, oui mademoiselle, il fallait pas les croquer les marrons. Il entraîne des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements. Ah, c'est mieux. La châtaigne est le fruit du châtaignier, jusqu'ici ça se tient. Un arbre de la même famille que le hêtre et le chêne. Oui, la famille des fagacées. Le marron d'Inde est la graine du marronnier commun. Très répandu dans les parcs et le long des avenues en Europe. Oui, parce que ça fait... bref. Voici comment les distinguer. Oh bah c'est facile, hein. Si t'en manges un que t'as mal au ventre, c'est un marron. La feuille de châtaignier est simple et allongée. Est-ce qu'ils vont parler des fleurs? Oh! Dis-moi qui parle des fleurs. La bogue est verte ou brune, hérissée de longues épines. Ça va trop vite, j'ai rien lu. Donc le châtaignier... Mais arrêtez! La bogue est verte ou brune, hérissée de longues épines, et comprend généralement 3 à 4 fruits à l'intérieur. Ça c'est pour le châtaignier. Hein. La feuille de marronnier est composée de plusieurs lobes. C'est un peu une feuille de palmier si vous voulez. La bogue est verte, hérissée d'épines courtes et contient un seul fruit. D'accord, pourquoi vous nous en montrez 2 à l'écran? Alors là, on est d'accord que là, il y a 2 marrons. Hein. Et ça nous dit qu'il n'y a qu'un seul fruit. C'est scandaleux. La châtaigne cultivée ne contient aussi qu'un seul fruit, mais on ne le trouve pas dans la nature. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils attendent par châtaigne cultivée? La confusion entre marron et châtaigne est la deuxième cause de confusion de plantes. Ça veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Comment ça, menteur? C'était quoi cette dernière phrase là? Attendez, mais ça...
Ils ont confié ça à un stagiaire. La confusion entre marron et châtaigne est la deuxième cause de confusion de plantes. Ouais. Ouais. Into the Wild. Ils nous disent 1 alors qu'on en voit 2. Oui, tout à fait. Alors voyons, les confusions les plus fréquentes concernaient les plantes à bulbes, le marron d'Inde. D'accord, c'est ça qu'ils veulent dire. Donc, pourquoi là, on est sur vigilance.anses. ANSES, c'est l'agence nationale de la sécurité, je sais plus, alimentaire, un truc dans le genre, quoi. Du coup, confusion entre plantes comestibles et toxiques, gare aux ressemblances, et donc chaque année, ils font des petites statistiques sur les confusions qui ont mené à des hospitalisations, on va dire, et donc apparemment, 32%... Quoi? Non, c'était pas ça, c'était où? Voilà, les confusions les plus fréquentes concernaient les plantes à bulbes, donc ça va être l'ail des ours, bah tiens, j'ai que ça qui me vient en tête. On va aller voir la liste tout à l'heure. Donc d'abord les plantes à bulbes, ensuite le marron d'Inde, donc en effet il est en seconde position dans la liste des plantes qui sont confondues et qui mènent à des intoxications. Ensuite il y a les coloquintes, donc tout ce qui est courges, vous savez que les courges, il y a les courges qui se mangent et puis il y a les courges décoratives. Bon, bah, si vous mangez les courges décoratives, ça fait mal au ventre. L'arôme, donc c'est une plante, la petite ou la grande ciguë, hein, la cytise, la morelle noire ou douce amère, blablabla. Alors voyons, plante à bulbe. Ben oui, mais qu'est-ce qu'ils entendent par plante à bulbe? Ah mais oui, c'était ça, ce tableau, on l'avait déjà vu, mais un petit rappel ne fait pas de mal. En hiver, donc, les narcisses ont été confondus avec des oignons, du coup, vertige, tremblement, céphalée, maux de tête, hein, hypersudation. Les coloquintes qui sont confondus avec des courges. Diarrhée sanglante et déshydratation sévère. Voilà. Les marrons qui sont confondus avec les châtaignes. Irritation oropharyngée. Ah oui, ça gratte. L'arôme qui est confondu avec de l'oseille ou des épinards. Douleur abdominale, irritation. Ouais. Alors l'arôme, c'est quoi, hein, vous le saurez, j'ai envie d'en parler. L'arôme, c'est une plante... paf. Ah oui, alors dans les décoratives, ça peut ressembler à ça. Mais nous, Arum italicum par exemple. L'arôme d'Italie, qu'on va trouver plutôt dans le sud de la France. Voilà. Ce qu'on appelle aussi le gouet tacheté. Gouet. Vous voyez le mot goulet, vous enlevez le L, ça fait gouet. Voilà, ça marche. Et donc ça ressemble à ça dans la nature. Alors en fleurs, c'est assez rare. Enfin, en fruits, pardon. C'est assez rare. En tout cas, là, c'est très, très... il y a beaucoup de fruits, quoi. Vous allez plutôt le trouver sous forme de fleurs, comme ça. Et si vous mâchouillez les feuilles, alors ça, c'est une petite blagounette qu'on faisait dans le mode des forestiers. Quand vous êtes en formation, il y a forcément un de vos profs un jour qui va vous dire « Ah ben ça c'est de l'arôme, on l'appelle comme ça parce qu'il a un bon arôme. » Et il vous dit, vous en prenez un petit morceau, vous le mâchouillez et puis vous recrachez, vous allez avoir toutes les saveurs qui s'expriment dans votre bouche. Donc, vous êtes jeune, naïf, tout frais sorti de l'œuf, vous le faites. Et en fait, cette plante, hein, elle a des capacités, ça y est j'ai perdu le mot, anesthésiques. Du coup, vous mâchouillez, vous recrachez, et en quelques secondes, vous êtes anesthésié de la bouche. C'est-à-dire que la langue, comme ça. Donc, je vais parler, je fais ça. Voilà, c'est magnifique. Et évidemment, si vous en ingérez, c'est-à-dire que si vous coupez les feuilles et que vous en mangez en salade, ce côté anesthésique, il va arriver dans tout votre système digestif. C'est pour ça que ça crée des crampes, des trucs, des machins, des douleurs. Bref. Voilà, bienvenue sur le stream des bonnes nouvelles. Et donc pour information, vous avez une petite fiche de l'ANSES qui vous donne quelles sont les principales confusions de plantes qui ont mené à des intoxications ou des hospitalisations. Donc des choses qui sont assez fréquentes. Confondre le Nantes et la carotte sauvage, pas trop. Elle est où là? Elle y est plus? Elle y est plus. Mince. Ah oui, l'ail des ours avec la colchique, ou alors la carotte sauvage avec la ciguë. Alors la ciguë, que ça soit clair, c'est mortel. Hein. Voilà, donc confondez pas les deux. Il y a un bon truc hein, pour, pour reconnaître la carotte sauvage, ça sent la carotte. Incroyable. Hein. Alors que la ciguë ne sent pas la carotte. C'est dingue.
Allez, on va se faire une petite 5 minutes de pause. Paf,